Des petites choses comme ça s'accumulent, et chaque fois, je me retrouve à me demander si je ne suis pas dans une sorte de simulation bancale. Quand j'avais environ 13 ans, j'étais complètement accro à un jeu vidéo appelé Diablo 2. Je passais des heures à y jouer, au point où j'avais fini par créer un clan avec quelques personnes rencontrées en ligne. On jouait tous les jours, on rigolait bien, et on s'entraidait pour progresser dans le jeu. Un jour, on filait un coup de main à un joueur au hasard, plutôt sympa en apparence. Il a demandé à rejoindre notre clan. On l'a trouvé cool, alors on l'a accepté. Dans le clan, on utilisait un compte commun pour stocker nos objets rares, une sorte de coffre partagé où chacun pouvait déposer ou récupérer du matos. Au bout d'un mois, ce nouveau mec change le mot de passe sans prévenir, s'empare de tout, supprime tout le monde de sa liste d'amis, puis disparaît dans la nature avec notre butin virtuel. Plus aucune trace de lui. Un an plus tard, ma famille déménage au Texas. Nouveau lycée, nouveau départ. Le jour de la rentrée, je me retrouve en cours d'algèbre, assis à côté d'un gars qui commence à me parler de jeux vidéo. Il mentionne qu'il joue à Diablo. Je lui dis que moi aussi, que j'avais même monté un clan à l'époque. On commence à parler pseudo, et là, il me sort son nom de joueur. C'était lui. Le voleur. À plus de 3000 km de là où je l'avais croisé en ligne, il se retrouve à côté de moi en classe. Quand je lui ai dit mon pseudo, j'ai vu son visage se figer d'un coup. Il est devenu blême, complètement pris de court. C'était un moment vraiment bizarre. Je lui ai simplement dit que je m'en fichais, que c'était de l'histoire ancienne, mais bon, disons qu'on n'est pas devenus potes. En première année de physique, je me suis lié d'amitié avec un étudiant japonais assis à côté de moi. Petit à petit, on a commencé à discuter davantage et il a fini par m'aider avec mes devoirs de japonais. Grâce à lui, j'ai fait d'énormes progrès, mes notes se sont nettement améliorées. Après ce cours, on a un peu perdu le contact. La vie a suivi son cours, chacun de son côté. 2 ans plus tard, je pars au Japon pour un programme d'échange durant l'été. Une fois le programme terminé, je décide de faire un peu de tourisme à Kyoto, histoire de profiter du pays avant de rentrer. Alors que je traverse une rue bondée à Kyoto, j'entends quelqu'un crier mon prénom. Je me retourne, un peu surpris, et je le vois. C'était lui. Ce même pote du cours de physique, debout là, au milieu de la foule. On était à des milliers de kilomètres de l'endroit où on s'était connus, et pourtant, nos chemins se recroisaient par pur hasard. Il ne venait pas de Kyoto non plus, il était juste en voyage lui aussi pendant ses vacances d'été. On a profité de cette drôle de coïncidence pour passer la soirée ensemble. On a trouvé un petit resto, on a bu un verre, mangé des plats incroyables. C'était un moment simple, inattendu, mais inoubliable. Cette histoire est arrivée à ma mère il y a une dizaine d'années, et honnêtement, c'est l'une des coïncidences les plus incroyables que j'ai jamais entendues. Quand elle avait 13 ans, elle vivait sur l'île de Midway, une toute petite île du Pacifique, avec mes grands-parents. Mon grand-père y était officier dans la marine. Un jour, en faisant du ski nautique, elle a eu un accident assez violent, elle n'a pas lâché la corde à temps et a littéralement percuté de plein fouet le mur de soutènement en béton. Résultat, un sale coup à la tête et une cicatrice bien visible sur le front, qu'elle a toujours cachée avec une frange. Avance rapide de 45 ans. Elle travaille dans une maison de retraite, où elle organise des sorties et des activités pour les résidents. Un jour, un nouveau pensionnaire arrive, et en discutant avec lui pour apprendre à le connaître, il mentionne qu'il a servi dans la marine. Ma mère, curieuse, lui dit que son père aussi était officier, et qu'ils avaient même vécu à Midway pendant un temps. Lui aussi avait été stationné là-bas, dans les années 60. Elle trouve ça génial, c'est une île minuscule, le genre d'endroit où les souvenirs sont rares et marquants. Puis il ajoute, un peu en plaisantant, qu'il se souvenait très bien de cet endroit, surtout à cause d'un seul événement un peu dingue. Une fois, raconte-t-il,
une fille d'officier avait eu un accident en ski nautique, elle n'avait pas lâché la corde à temps, avait percuté le mur, s'était fendu le crâne, et lui avait dû sauter à l'eau pour la secourir. Il dit que c'était le seul truc marquant qu'il retient de tout son séjour là-bas. Ma mère le fixe, stupéfaite. Elle écarte doucement sa frange, lui montre la cicatrice, et lui dit « C'était moi, cette fille-là ». Et là, silence. Le gars n'en revenait pas. Après près d'un demi-siècle, il se retrouvait complètement par hasard, dans une maison de retraite à des milliers de kilomètres de l'endroit où leurs chemins s'étaient croisés une première fois. C'est fou de penser que cet homme l'avait sauvé, sans jamais imaginer qu'ils se recroiseraient un jour dans un autre chapitre de leur vie. Franchement, le genre de coïncidence qui ferait passer un film pour un scénario réaliste. Ma sœur, Émilie, était en vacances au Nouveau-Mexique et faisait du ski. Un jour, alors qu'elle était sur un télésiège, une jeune fille assise en face d'elle la fixe un moment, puis lui demande si elle s'appelle bien Émilie. Un peu déconcertée, ma sœur lui répond que oui. Et là, la fille lui explique qu'elle a trouvé son permis d'identité l'année précédente et qu'elle s'en servait depuis tout ce temps pour acheter de l'alcool. Elle était mineure, leur ressemblance passait apparemment crème. Mais le plus fou, c'est que ce n'était que le début de l'histoire. Après que ce souvenir soit ressorti, j'ai texté ma sœur pour qu'elle me rafraîchisse les détails. Et elle me rappelle un truc encore plus improbable. Quelque temps après cet épisode, elle était en randonnée avec des amis. Ils étaient partis pour une longue marche qui s'est éternisée, au bout de 17 heures, tout le monde était épuisé. N'ayant plus la force de marcher, ils ont levé le pouce pour tenter de se faire prendre en stop. Et devine qui les a embarqués dans sa voiture? La jumelle de la fille du télésiège. Totalement par hasard. Des années et des kilomètres d'écart, et pourtant ces deux sœurs ont croisé le chemin d'Émilie dans des contextes complètement différents, sans qu'elle ne les ait jamais cherchés. Une série de coïncidences si absurdes qu'on aurait du mal à les inventer. Je suis allé à la fac et, assez vite, j'ai rencontré une fille adorable. On discute un peu, et elle me demande où j'ai fait mon lycée. Je hausse les épaules et lui réponds qu'elle n'a sûrement jamais entendu parler de ce coin-là. J'ai grandi dans une petite ville paumée de 1200 habitants, et on était à peine 90 dans ma promo. Alors je lui donne le nom du lycée, et là, surprise, non seulement elle connaît, mais elle me raconte que, gamine, sa famille a brièvement vécu dans une ville voisine. Elle a failli y aller, elle aussi. Et le plus fou, c'est qu'on découvre qu'on a des dizaines d'amis en commun. On avait passé notre enfance à tourner autour l'un de l'autre sans jamais se croiser, toujours à un événement près, une rue à côté, une année de décalage. Quand on a commencé à sortir ensemble, on a appris qu'une amie commune avait tenté de nous mettre en contact à plusieurs reprises, pendant des années. Elle voulait nous présenter, nous trouver parfaits l'un pour l'autre. Quand elle a su qu'on s'était enfin trouvé sans son aide, elle a éclaté de rire. Elle n'en revenait pas que ça se soit finalement fait tout seul, après tout ce temps. Plus tard, je lui ai demandé de m'épouser. Elle a dit oui. On a organisé un dîner pour que nos parents se rencontrent enfin. On se retrouve tous au resto, et quand ses parents arrivent, sa mère voit mon père, sourit et dit « Au salut, prénom de mon père, alors c'est ton fils ?» Ils avaient été collègues, des années auparavant. Bien sûr. Évidemment. Aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'on est mariés. Et c'est solide. On a quelque chose de précieux, qu'on garde précieusement. Pendant des vacances en Amérique du Sud, j'ai fait la connaissance d'un Canadien. On s'est bien entendu et on a décidé de faire un peu de tourisme ensemble. On a passé la journée à explorer, à discuter, à profiter de l'endroit. Rien ne laissait présager que cette journée allait prendre une tournure aussi improbable. Alors qu'on marchait tranquillement en fin d'après-midi, une personne derrière nous lui tapote l'épaule. Elle lui demande si la cicatrice derrière son oreille vient d'une opération liée à un cancer. Ils commencent à parler, intrigués l'un par l'autre.
Et là, le choc, non seulement ils venaient du même petit coin du Canada, mais ils avaient tous les deux été atteints du même type de cancer au cerveau. Encore plus fou, ils avaient été opérés par le même chirurgien. C'était un de ces moments surréalistes, presque irréels. Deux inconnus, réunis par le plus pur des hasards à des milliers de kilomètres de chez eux, partageant une histoire de vie aussi particulière. À 18 ans, je vivais dans une petite ville, très loin de là où la vie m'a finalement conduit. À l'époque, je m'étais lié d'amitié avec un collègue de boulot. On passait beaucoup de temps ensemble, à jouer à Halo, regarder des films, rigoler comme deux gamins. C'était quelqu'un de vraiment bien, avec qui tout semblait simple et naturel. Puis, tout a changé du jour au lendemain. Une urgence familiale m'a obligé à déménager en vitesse. Pas de temps pour les adieux, ni pour échanger nos contacts. Le temps a filé, les années ont passé. J'ai fini par oublier son nom, mais pas le souvenir de notre amitié. Il m'est revenu en tête plus souvent que je ne l'aurais cru, comme un rappel discret de cette époque un peu floue, mais précieuse. 11 ans plus tard, je bosse dans une toute autre ville. J'ai commencé un nouveau job et je fais du covoiturage avec un collègue de ma promo de formation. Un soir, il me demande si ça me dérange que son coloc monte avec nous. Il doit prendre la voiture après le travail. Je lui dis que c'est bon. On s'arrête, il monte à l'arrière, mon collègue le présente. Je me retourne, et je reste figé. C'était lui. Le gars d'il y a plus d'une décennie. Le pote que j'avais perdu de vue sans jamais cesser d'y penser. On a recommencé à parler comme si aucune année ne nous séparait. Il se souvenait de moi aussi, et ça a cliqué tout de suite. Depuis, on vit ensemble, on partage notre quotidien, et il est devenu un pilier dans ma vie. C'est mon meilleur ami, et le parrain de mes enfants. Parfois, les boucles que fait la vie sont si improbables qu'on ne peut qu'en sourire. En 10e année, en cours d'anglais, notre prof n'avait manifestement rien de prévu pour la séance. On approchait de la fin de l'année scolaire, et l'ambiance était un peu relâchée. Elle se dirige alors vers le grand placard au fond de la classe, fouille un peu et revient avec une pile de photocopies. C'étaient des exemples de dissertations réussies, écrites pendant des examens finaux d'années précédentes. Le but était de nous montrer comment construire un bon récit, de nous donner un modèle de narration efficace. Le sujet de ces textes, quel a été le moment le plus marquant de votre vie? Il y avait 3 dissertations, chacune correspondant à un niveau différent. On lit les 2 premières ensemble, sans rien de spécial. Puis, pour la dernière, je lève la main et me propose de la lire à voix haute devant la classe. Je commence à lire, tranquillement, et puis je m'arrête. L'histoire me semblait familière. Trop familière. Au bout de quelques lignes, je réalise que le texte parle de moi. C'était ma naissance, racontée en détail, vue par quelqu'un de très proche. Je relève les yeux vers le texte, un peu déboussolé. L'auteur, c'était ma grande sœur. Elle avait passé cet examen 6 ans plus tôt et, pour répondre à la question du moment le plus marquant de sa vie, elle avait choisi le jour où j'étais né. Je ne m'y attendais pas du tout. C'était beau, sincère, rempli d'émotion. Je sentais dans chaque phrase à quel point ce souvenir avait compté pour elle. Et là, au milieu d'une salle de classe banale, devant mes camarades, j'étais là, à lire à haute voix les mots que ma sœur avait écrits sur moi, sans savoir qu'ils existaient jusque-là. Autant dire que j'ai eu du mal à finir la lecture. Mes anecdotes préférées se sont passées lors de 2 expéditions en canoë, à des années d'intervalle, mais avec un genre de magie qu'on croirait réservé aux histoires inventées. La première s'est déroulée pendant un week-end de la fête du travail, sur la rivière Saint-Croix, à la frontière entre le Wisconsin et le Minnesota. On avait prévu 2 jours à remonter la rivière à la rame, et 1 jour pour redescendre. Malgré le long week-end, le cours d'eau était étonnamment désert. On a croisé une seule embarcation, et c'était le premier jour, peu après notre départ. Le 2e jour, le soleil cognait dur, il faisait une chaleur à couper le souffle.
En ramant, un peu à bout, je lance un bon morceau de pastèque, là, ce serait le rêve. Mes 3 compagnons, déjà bien agacés par la chaleur, me disent de la fermer et d'arrêter d'en parler. On n'avait évidemment rien de tel, et on était loin de tout. Et puis, comme sorti de nulle part, on aperçoit quelque chose de vert qui flotte sur l'eau. On s'approche, et oui. Une pastèque. Juste là, a dérivé gentiment jusqu'à nous, comme si la rivière elle-même avait entendu mon souhait. Des années plus tard, lors d'une autre sortie, cette fois sur la Whitewater River, en Indiana, je pagayais à bord de mon kayak avec un groupe. Je racontais justement l'histoire de la pastèque aux gens dans le canoë à côté de moi. Il faisait aussi chaud que ce fameux jour sur la Saint-Croix, et l'un d'eux plaisante, la pastèque c'est bien, mais moi je tuerais pour une bière bien fraîche. Quelques minutes plus tard, on contourne un virage du cours d'eau et on aperçoit un petit banc de sable. Posé là, en évidence, une glacière. On s'arrête, un peu incrédule, on l'ouvre, à l'intérieur, juste assez de bière fraîche pour tout le groupe. Pas une de plus. Les randonneurs de l'Appalachian Trail parlent de trail magic, ces moments où la nature, ou le hasard, semble vous tendre exactement ce dont vous avez besoin, pile au bon moment. Eh bien, je peux dire avec certitude, cette magie-là existe aussi sur les rivières. En 2006, je vivais dans une ville que je n'aimais pas, sans voiture, coincé dans un boulot que je supportais à peine. Le trajet jusqu'au travail me prenait 2 heures en bus, à cause de tous les changements. C'était long, pénible, et je passais ces heures à lire pour échapper à la routine. Ce jour-là, c'était Cryptonomicon de Neal Stephenson qui me tenait compagnie. C'était encore l'été, mais l'air commençait à changer. Je sortais d'une longue journée, fatigué, pas vraiment motivé par le trajet du retour vers l'appartement que je partageais avec des amis. L'année avait été rude. Une rupture au début de l'année avait bouleversé tout ce que je pensais être stable, mon quotidien, mes relations, mes repères. J'avais emménagé ailleurs, dû réapprendre certaines amitiés sous un nouveau jour, et je me sentais constamment un peu perdu. Depuis peu, je voyais une fille rencontrée à la fac. Elle me plaisait, je pensais que c'était réciproque, mais on était tous les deux sortis récemment de relations longues. J'avais cette impression tenace d'être maladroit, de ne pas savoir si je faisais les choses bien, si j'y allais trop vite, ou pas assez. C'était le genre de pensée qui me suivait sans relâche, surtout dans ces longs moments entre 2 trajets de bus. Ce jour-là, je quittais le boulot avec tout ça en tête, montant la colline vers mon arrêt. J'avais envoyé quelques messages plus tôt, mais elles semblaient distantes. Rien à faire, je me dis, mieux valait ne pas insister. Le bus arrive en même temps que moi, je monte, m'installe, et plonge dans mon bouquin. 3 arrêts plus tard, quelque chose me tire de ma lecture. Une voix parle au chauffeur, puis se met à m'appeler. Mon prénom. Je lève enfin les yeux, un peu lent à comprendre ce qui se passe. Là, devant le bus, debout et visiblement impatiente, se tient la fille avec qui je sortais. Elle me regarde, attendant que je bouge. Je mets un moment à réagir, puis je rassemble mes affaires et descends, un peu hébété. Elle attrape ma main et m'entraîne d'un pas rapide jusqu'à une rue latérale, où sa voiture attend, moteur allumé. « Je n'arrive pas à croire que j'ai dû arrêter un bus pour toi, » dit-elle, juste avant que le bus reprenne sa route derrière nous. On monte dans la voiture, elle se glisse dans la circulation. « Je t'ai appelé quand tu marchais dans le parking, » dit-elle en lançant un coup d'œil vers moi. Je souris un peu. Ensuite, je roulais à côté de toi en criant par la fenêtre, continue-t-elle. Je souris plus franchement. Et après, tu montes dans ce fichu bus. Je ris doucement, encore surpris. Je savais pas que tu venais me chercher. Elle m'a lancé ce regard. Celui que je connais maintenant par cœur. Mi-exaspéré, mi-amusé. T'avais l'air de passer une sale journée. Je me suis dit que ça te ferait du bien qu'on sorte un peu tous les deux. J'ai attrapé sa main. Ça me ferait énormément de bien. Je me suis tourné vers elle. Alors, on va où ? Elle a éclaté de rire.
Oh non, j'ai déjà fait ma part. J'ai arrêté un bus pour toi. C'est à toi de choisir. J'ai hoché la tête, et pour la première fois depuis longtemps, tout est devenu un peu plus clair dans ma tête. Je visualisais enfin quelque chose de précis. Elle en faisait partie. D'accord. J'ai une idée. Une bonne. 2 ans plus tard, on se mariait. J'ai commencé à sortir avec une fille il y a quelques semaines. On discutait de tout et de rien, de nos boulots, de nos goûts, et forcément, à un moment, on en vient à parler de nos adresses respectives. Elle me dit qu'elle habite dans un immeuble du centre-ville. Je lui demande lequel, et là déjà, je tique un peu. Je lui demande à quel étage, et elle me donne exactement le même numéro d'appartement que celui où je vivais 2 ans plus tôt. Je crois d'abord à une coïncidence. C'est pas un immeuble immense, mais quand même. Le jour où elle m'invite chez elle, j'arrive devant cette porte que je connais par cœur, et je sens une sorte de vertige. J'entre, et tout me revient d'un coup. L'agencement, la lumière dans le salon, même la petite trace sur le mur du couloir que j'avais laissé en déplaçant un meuble. C'était comme tomber dans une faille temporelle. Elle l'avait bien sûr redécoré à sa manière, mais les fondations étaient les mêmes. J'avais passé des moments marquants dans cet appart, des soirées entre potes, des galères de taf, des nuits blanches à refaire ma vie. Et là, 2 ans plus tard, j'y remettais les pieds, mais d'une façon totalement inattendue, au bras d'une fille que je venais à peine de rencontrer. Un soir, j'ai demandé à mon mari de m'accompagner jusqu'au garage de notre immeuble pour aller chercher un truc dans la voiture. Il était déjà en bas de pyjama, pas super motivé à sortir, même juste pour ça. Il râlait un peu, mais je l'ai convaincu, « Allez, qui va nous voir à cette heure-là » À contre-séhure, il accepte. On monte dans l'ascenseur et on commence à descendre. Un étage plus bas, ça s'arrête. Les portes s'ouvrent, et là, un homme entre. Mais pas n'importe quel homme. Le type le plus massif, musclé, impressionnant qu'on ait jamais vu. Le genre de gars qu'on imaginerait plutôt soulever des pneus de tracteur que traîner en pyjama, sauf que lui aussi portait un pantalon de pyjama. Rien d'autre. Aucune parole échangée. Il a juste regardé mon mari, lui a lancé le fameux hochement de tête discret, version respect entre mecs en pyjama, puis il est sorti au rez-de-chaussée comme s'il n'avait jamais existé. On ne l'a plus jamais revu. Pas une seule fois, depuis. C'était comme si l'univers avait envoyé une apparition juste pour valider la tenue de mon mari. Une bénédiction silencieuse de la confrérie secrète des hommes en pyjama. À l'époque, je devais prendre 2 bus pour rentrer du boulot. Ce jour-là, je descends du premier sans me rendre compte que j'ai laissé mon téléphone et mes clés sur le siège avant, là où j'étais assis. L'esprit ailleurs, je monte dans le 2e bus, comme d'habitude, et vais directement m'installer à ma place habituelle, tout à l'avant. Et là, posé tranquillement sur le siège, comme s'il m'attendait, il y avait mon téléphone et mes clés. Je n'avais même pas encore réalisé qu'il me manquait. Le plus étrange, c'est que ce n'était pas le même bus, entre-temps, il avait changé de chauffeur et même de ligne. Et pourtant, mes affaires avaient suivi ce trajet improbable, pile sur mon chemin, comme si l'univers avait décidé de me les recoller dans les mains. Je ne sais toujours pas comment c'est possible, et franchement, ça me retourne encore la tête quand j'y pense. J'étais en camping dans les montagnes avec quelques potes, complètement coupé du monde, 0 réseau, pas une barre de service. La dernière nuit là-bas, je fais un rêve incroyablement réaliste. Je suis au volant, en train de conduire dans les rues de Boulder, Colorado. À côté de moi, dans le siège passager, un type que je ne reconnais pas. On fume un joint, on roule tranquillement, on rigole, ambiance détendue. Puis, bam. Gyrophare. Je me fais arrêter pour excès de vitesse. Je commence à paniquer, et essaie de baisser les vitres, de mettre la clim à fond pour faire disparaître l'odeur de weed.
Le flic s'approche, me fait sortir de la voiture. Il me demande si j'ai fumé en conduisant. Je nie, évidemment. Il me sort un long discours sur les dangers de fumer au volant, dit que ça peut entraîner une DWI. Finalement, il me colle juste une amende pour la vitesse, et me laisse partir avec un simple avertissement pour le reste. Je remonte dans la voiture. Fin du rêve. Le lendemain matin, on se lève, on remballe le campement, je redescends la montagne. À mesure que je me rapproche de la ville, mon téléphone retrouve du signal et là, il explose de notifications. Messages, appels manqués, alerte tout d'un coup. Je lis les textos, et je reste bouche bée. Mon pote s'était fait arrêter la nuit précédente. À Boulder. Pour excès de vitesse. Il fumait au volant, avec un ami à lui que je ne connaissais pas sur le siège passager. Le flic lui a passé une savonnette sur les dangers de conduire sous influence, lui a filé une contravention pour la vitesse, et un avertissement pour le reste. Mot pour mot, image pour image, c'était mon rêve. Même endroit. Même scénario. Même type de passager que je n'avais jamais rencontré. J'avais rêvé, dans le détail, d'un événement qui se passait au même moment, pendant que j'étais isolé dans les montagnes, totalement hors ligne. Je pense encore à ce rêve parfois. Pas pour l'histoire de flic ou de weed. Mais pour le fait que, ce soir-là, mon cerveau était branché sur une fréquence qui n'a aucune explication logique. Au début ou au milieu des années 90, le système téléphonique a changé dans mon état. On n'avait plus besoin de composer l'indicatif régional pour les appels longue distance à l'intérieur de l'État, ce qui, pour nous, ne changeait pas grand-chose vu qu'on n'avait qu'un seul indicatif. Mais ça a quand même rendu les erreurs de numéros un peu plus fréquentes. Un matin, je me réveille au son du téléphone. Je décroche encore à moitié endormi, et dès que la voix au bout du fil se fait entendre, je la reconnais immédiatement, c'était mon ancienne patronne, de quelques années auparavant. Elle avait cette voix unique, impossible à confondre. On discute tranquillement quelques minutes, et puis au détour d'une phrase, elle s'arrête et me dit qu'elle pense avoir composé le mauvais numéro. Elle vérifie, et en effet, elle s'était trompée d'un seul chiffre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je vivais désormais dans une autre ville, assez loin de là où je travaillais à l'époque pour elle. Mais le plus fou dans l'histoire, j'avais complètement oublié de mettre mon réveil ce matin-là. Si elle ne m'avait pas appelé par erreur, j'aurais totalement loupé l'heure et je serais arrivé en retard au travail. Grâce à un appel téléphonique destiné à quelqu'un d'autre, venant d'une personne que je n'avais pas entendue depuis des années, j'ai été sauvé d'une belle galère. Juste un vieux téléphone fixe, une voix familière, un chiffre de travers, et une matinée remise sur les rails. Quand j'avais 18 ans, je sortais avec une fille qui allait dans une école privée. Elle m'annonce un jour qu'il y aura un bal organisé par son école. Je me dis que ce sera sympa, une petite soirée un peu chic. Mais elle me précise que, depuis un incident, seuls les garçons d'un certain lycée privé sont autorisés à venir. Apparemment, la dernière fois qu'ils avaient ouvert l'événement à tout le monde, une fille s'était mise minable et avait vomi sur les chaussures du directeur. Depuis, accès restreint. J'ai trouvé ça plutôt drôle à l'époque, un peu absurde comme anecdote, mais ça m'est resté en tête. 12 ans plus tard, je suis à une fête prénuptiale avec ma fiancée, une autre fille, avec qui je suis aujourd'hui. On discute chacun de notre côté, et je l'entends raconter quelque chose à ses amis, à quelques mètres de moi. Elle dit, en riant, « J'étais tellement embarrassé quand j'ai vomi sur les chaussures du proviseur. » Je me retourne instantanément. « C'était toi ?» je crie à travers la pièce. Tout le monde se tait une seconde. Je souris comme un idiot. C'est incroyable. Je t'aime encore plus maintenant que je sais que t'es une légende. Elle a éclaté de rire, un peu rouge, un peu fière. Et moi ? Je suis tombé amoureux une deuxième fois. Je déjeunais dans un petit resto, à environ 300 km de chez moi,
avec ma mère qui était venue me rendre visite depuis l'étranger. On rattrapait le temps perdu, et je lui racontais un voyage que j'avais fait à l'autre bout du monde, genre à plus de 9000 km, avec un collègue de boulot. C'était un de ces récits pleins d'anecdotes et de photos qu'on fait défiler en riant. Je suis en train de lui montrer des images du séjour, en parlant de mon collègue, quand une femme assise à la table voisine se penche vers nous. Elle me dit calmement, « Je crois que vous êtes en train de parler de mon fils. » Un court instant d'hésitation. Puis elle me demande son prénom, je confirme, et oui, c'était bien lui. J'étais assis à côté des parents de mon collègue, dans une ville complètement différente de la mienne, avec ma propre mère qui venait d'un autre continent, en train de raconter un voyage à l'autre bout du monde. On a tous éclaté de rire. L'univers s'était amusé à faire se croiser nos chemins d'une manière si improbable qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de trinquer à ça. L'histoire du Beagle, c'est celle que je raconte quand on me demande si je crois aux coïncidences. À l'époque, je vivais dans une petite ville du Texas et on recueillait régulièrement des chiens errants pour leur trouver un foyer. On le faisait tellement souvent que les gens avaient fini par littéralement les jeter par-dessus notre clôture. Un jour, on se retrouve avec 4 chiens dans le jardin, 2 chiots, une chienne bringée et un Beagle mâle. Les chiots partent vite, évidemment, jeunes, mignons, faciles à placer. 8 mois plus tard, le Beagle est toujours là. On a essayé de l'adopter 2 fois, de retour. La bringée, elle, c'est une autre histoire, une histoire triste, que je n'ai pas envie de raconter ici. Ce que je peux dire, c'est qu'elle était la mère des chiots. Le Beagle, le père. Un dimanche, un jour parfaitement banal, je décide de m'arrêter devant le refuge bénévole juste au bout de la route. Ça faisait 3 ans que je passais devant sans jamais m'arrêter. En partie parce que la responsable, que je connaissais vaguement en ville, n'était franchement pas ma tasse de thé. Mais là, je vois leur nouvelle cage, et un truc me pousse à faire demi-tour. C'est fermé de toute façon, juste pour jeter un œil. En arrivant, je remarque un pick-up vert dans l'allée. Je n'y prête pas attention. En faisant le tour, une femme arrive au coin du bâtiment. Elle nous demande si on travaille là. Je lui dis non, mais je lui demande si elle a besoin d'aide. Elle me dit qu'elle cherche à adopter un chien. Elle vit à 10 bornes d'ici, mais comme elle était en ville ce jour-là, elle s'est arrêtée. Et puis elle ajoute, son chien, un Beagle, a disparu il y a environ 10 mois. Et là, ça devient presque trop parfait. Je lui dis qu'on a 2 chiens en ce moment. Une bringée et un Beagle. On rentre à la maison. Elle le voit. Instantanément, c'est lui. C'est son chien. Il s'était échappé presque 1 an plus tôt avec la chienne de ses voisins, juste avant qu'ils ne quittent leur maison sans payer leur loyer. Ces voisins-là? Pas des gens bien. Elle repart ce jour-là avec son Beagle, sain et sauf, après près d'1 an d'absence. Le dernier détail, celui qui scelle cette histoire comme un clin d'œil de l'univers, on l'avait surnommé Bagel. Et son vrai nom, celui qu'elle nous a donné? Brownie. 2 prénoms alimentaires. Comme si quelque chose avait gardé un lien, même sans qu'on le sache. C'était écrit. Il y a quelques mois, ma voiture a été complètement détruite devant chez moi par une jeune fille qui rentrait du boulot un vendredi soir. Rien de dramatique pour elle heureusement, mais pour moi, voiture déclarée épave. Bref, 1 mois plus tard, j'ai touché l'indemnisation de l'assurance et je commence à regarder en ligne pour en trouver une nouvelle. En cherchant, je me souviens d'un super concessionnaire de voitures d'occasion où j'étais allé avec mon ex à l'époque, quand elle cherchait une nouvelle caisse. J'avais gardé un bon souvenir de l'endroit, et je me suis dit que ce serait peut-être un bon point de départ. Sauf que je n'arrivais plus à me rappeler ni du nom ni de l'emplacement. Alors je lui envoie un message, on est toujours en bons termes, pour voir si elle s'en souvenait. Mais non, elle non plus n'avait aucun souvenir du nom du garage. 10 minutes plus tard, je me retrouve sur YouTube à regarder des avis sur la Skoda Fabia VRS, une voiture que j'avais repérée. Je clique sur une des premières vidéos que je vois.
L'image commence sur l'arrière d'une Skoda, et quand la voiture s'éloigne, la caméra zoome en arrière et, bam. Le concessionnaire. Celui-là même que je venais de chercher. Pile au centre de l'écran. Pile celui que j'avais mentionné à mon ex 10 minutes avant. Je mets la vidéo sur pause, je prends une capture d'écran et je l'envoie direct à mon ex avec un petit message du genre « Tu vas pas croire ce qui vient de m'arriver ». Elle répond direct « C'est chelou ». Moi, je suis carrément soufflé. Je me dis qu'il faut que je partage ça avec mon frère, qui est à fond dans les bagnoles lui aussi, et qui allait sûrement venir avec moi visiter des concessionnaires. Je lui raconte tout, et il me répond que ouais, c'est bizarre, mais qu'il a encore plus étrange à me dire. Évidemment, je lui demande c'est quoi. Et là, il me balance que ce fameux garage, c'est là qu'il avait acheté sa VW Jetta, il y a quelques années. Jusque-là, ok, petit monde. Mais attends, cette Jetta, c'est celle que j'avais rachetée à mon frère. C'est la voiture qui s'est faite détruire au début de cette histoire. Je suis resté là, un moment, à assembler les pièces. C'était trop pour être juste du hasard. Comme si quelque chose me ramenait littéralement à ce point de départ. Alors évidemment, le samedi suivant, je vais à ce fameux garage. Je me dis qu'il faut que j'aille voir, que c'est trop gros pour ne pas au moins tenter. Mais non. Rien sur le parking qui me plaît ou qui colle à mon budget. Au final, j'ai acheté une BMW 123D dans une concession à l'autre bout du pays. Très content de la voiture, mais je n'oublierai jamais ce chapelet de coïncidence. Et ouais, j'ai toujours les photos de la voiture après l'accident, et celles du garage, tirées de la vidéo YouTube, que j'avais envoyée à mon ex. Preuve à l'appui si quelqu'un veut voir. Quand j'étais à l'université, à Toronto, je devais me rendre en Angleterre pour un tournoi de débat. Je réserve mon billet d'avion, puis j'envoie les détails à mon partenaire pour qu'il prenne le même vol. La veille du départ, on se met d'accord, on se retrouve à une station de métro précise, puis on prend ensemble la ligne jusqu'au terminus pour choper le bus vers l'aéroport. Le lendemain, je me pointe à l'heure prévue à la station. Je l'attends. Et je l'attends encore. Rien. À l'époque, pas de portable, donc impossible de l'appeler. Je finis par devoir partir seul. Je prends le métro, le bus, j'arrive à l'aéroport, je vais à la porte d'embarquement, et toujours aucune trace de lui. Je le fais appeler à l'interphone, rien. Je raconte l'histoire à l'agent de porte, qui vérifie la liste des passagers. Il n'est pas dessus. Je suis totalement paumé. Finalement, l'heure tourne, je monte dans l'avion, toujours aussi confus, et je pars pour Londres. Le lendemain, par un hasard tout aussi improbable, et qui mérite presque une autre histoire à lui seul, je le retrouve à Londres. Et là, on comprend. Pendant que j'étais dans cette station de métro, sur le quai du Haut, attendant de partir vers le nord pour prendre un bus vers le terminal 1, lui était, exactement dans la même station, mais sur le quai du Bas, attendant de partir vers l'ouest pour prendre un bus vers le terminal 2. Même heure, même jour, même destination finale, mais on avait, sans le savoir, réservé des vols différents, sur des compagnies différentes, partant à la même heure, de terminaux différents. À chaque étape, on avait décrit des trajets quasi identiques. Mais pas une seule fois nos chemins ne se sont croisés. Deux itinéraires parallèles, parfaitement synchronisés, sans jamais se toucher. Une nuit à l'université, j'étais avec ma copine de l'époque, et en plein milieu de nos galipettes, je remarque un détail idiot qui, à 19 ans, m'a paru absolument génial. La lumière de la télé projetait nos ombres très nettement sur le mur derrière nous. Et là, idée brillante ou complètement débile, selon le point de vue, je prends mon téléphone, ouvre Snapchat, cadre l'ombre très distincte de mon érection sur le mur, et j'envoie ça à mon meilleur pote, persuadé que ça allait le faire marrer ou au moins le surprendre. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé ensuite. Juste après que le message parte, je vois qu'il ne l'a pas encore ouvert. Et là, je reçois une notification, Snap de mon meilleur pote. Intrigué,
j'ouvre son message et je reste figé. Il m'a envoyé, au même moment exact, une photo identique. L'ombre de son sexe projetée sur un mur, dans le même esprit, sans qu'on ait jamais discuté de ça avant. Pas de blague préalable, pas de contexte, rien. C'était juste, synchronisé à la seconde près. Nos copines respectives étaient là, totalement perplexes, croyant à une sorte de délire qu'on s'était préparé à l'avance. Mais non. C'était juste l'univers, pour une raison obscure, qui avait décidé que deux types à des kilomètres l'un de l'autre auraient exactement la même idée absurde au même moment. Depuis, on n'a plus jamais échangé de Shadow Dick. Une fois suffit. Je ne sais pas si ça peut vraiment être qualifié de coïncidence, peut-être que ça tient aux similitudes qu'on partage, ou à quelque chose d'ancré plus profondément, mais en feuilletant un vieux journal intime de mon père, je suis tombé sur un passage qui m'a complètement retourné. Il y décrivait un cauchemar récurrent qu'il faisait depuis des années. En lisant les détails, j'ai senti un frisson me remonter le dos. Parce que ce cauchemar, je le connais. C'est exactement le même que celui que je fais moi aussi depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Même décor, même ambiance, même sensation oppressante. Et apparemment, il revenait pour lui avec la même fréquence que pour moi, une fois par mois, presque pile. Ça m'a glacé. Ce n'était pas une histoire vague qu'on aurait pu interpréter de la même manière. Non, c'était précis. Les images, les sons, les éléments du rêve, tout collait. Je ne lui en avais jamais parlé. Et lui, à l'époque où il écrivait ça, ne savait évidemment pas que son futur enfant allait un jour lire ces lignes et vivre exactement la même chose. C'est à la fois troublant et fascinant. Comme si certaines choses ne se transmettaient pas par l'éducation ou les mots, mais par des chemins plus étranges, plus invisibles. Je venais de déménager dans une nouvelle ville et, comme souvent dans ces cas-là, j'avais reçu un nouveau numéro de téléphone local. Et comme tout déménagement, il y avait 1 million de choses à régler, eau, électricité, internet, donc je passais mes journées à appeler les différents services pour tout mettre en ordre. Je suis en ligne avec une conseillère, tout se passe bien, la conversation est polie, fluide. Puis elle me demande mon numéro de téléphone. Je le lui donne, et là, tout bascule. Elle panique. Littéralement. Elle commence à me bombarder de questions. Qui êtes-vous? Comment avez-vous trouvé ce numéro? Comment vous savez ça? Le ton était passé de cordial à alarmé en une seconde, et moi, de l'autre côté du fil, complètement perdu, je ne comprends pas ce qui se passe. J'arrive à la calmer un peu, juste assez pour qu'on puisse parler, et là, elle m'explique. Des années plus tôt, elle avait vécu une relation abusive. Quand elle avait enfin quitté son ex, il avait commencé à la harceler, lui et ses amis, en l'appelant sans relâche, souvent avec des menaces. Elle avait fini par changer de vie, nouvelle adresse, nouveau numéro, nouveau départ. Elle avait tout fait pour disparaître. Et moi, sans le savoir, je venais d'hériter de ce numéro. Le numéro qu'elle avait autrefois, le même que son ex utilisait pour l'atteindre. Quand je l'ai énoncé, elle a cru que c'était reparti. Que quelqu'un l'avait retrouvé, que ça recommençait. Je lui ai expliqué, aussi calmement que possible, que j'avais juste déménagé, qu'on m'avait attribué ce numéro au hasard, que je ne savais absolument rien de son histoire. Et même si elle a fini par se détendre un peu, j'ai senti qu'une part d'elle restait méfiante. Ce genre de peur, ça ne disparaît pas d'un claquement de doigts. On a réussi à finir l'appel. Et moi, après avoir raccroché, je suis resté là un moment, un peu secoué. Je n'aurais jamais cru qu'un simple numéro de téléphone pouvait porter autant d'histoires. Mon père est décédé l'été dernier. Comme beaucoup dans ces moments-là, j'ai passé la journée à passer des coups de fil, à annoncer la nouvelle à la famille, aux amis, à ceux qui comptaient. En fouillant dans ses contacts, je suis tombé sur le numéro de l'un de ses amis d'enfance, quelqu'un avec qui il était resté proche toute sa vie. Le genre d'amitié rare, solide, enraciné dans les années. Je tente de l'appeler,
mais le numéro ne fonctionne plus. J'essaie encore, sans succès. J'étais vraiment déçu. Cet homme était sans doute l'un des seuls véritables amis de mon père. Il aurait voulu être là, et j'aurais voulu qu'il le soit aussi. J'ai cherché d'autres moyens de le joindre, j'ai demandé à des connaissances, fouillé les pistes, mais rien. Aucun moyen de le retrouver. Les jours passent. Puis vient le jour des funérailles. On vient de quitter le salon funéraire, en route vers le cimetière, quand le téléphone de mon père, que je gardais sur moi, sonne. C'était lui. Cet ami que j'avais passé des jours à essayer de retrouver. Il appelait pour dire qu'il allait passer, qu'il venait d'entrer dans l'État, qu'il voulait passer chez nous pour voir mon père, juste pour une visite, comme il le faisait depuis toujours. J'ai eu un moment de flottement, comme si le temps s'arrêtait. Je lui ai dit que mon père était décédé quelques jours plus tôt. Que le service avait eu lieu ce matin même. Que là, à l'instant où il appelait, nous étions en route pour l'enterrement. Silence. Puis il a dit qu'il viendrait. Il est arrivé quelques heures plus tard. Il a rencontré ma mère, on a parlé un peu, puis on est allé au cimetière. Il s'est tenu là, face à la tombe encore fraîche, et a dit au revoir à son vieil ami. Je n'arrive toujours pas à croire qu'après toutes mes tentatives pour le contacter, c'est lui qui a appelé, à ce moment précis, sans savoir. C'est comme si quelque chose l'avait guidé jusque-là. Comme s'il ne pouvait pas manquer ce dernier rendez-vous. Et il ne l'a pas manqué. L'été dernier, j'ai passé une semaine à New York avec ma famille. Une amie que je n'avais pas revue depuis qu'elle avait obtenu son diplôme vivait et travaillait là-bas, alors on s'est donné rendez-vous pour aller boire un verre. C'était un samedi soir, vers 23h, on marchait tranquillement dans Times Square, lumière partout, foule constante, cette énergie un peu irréelle typique de l'endroit. Et là, en traversant la rue, on lève les yeux, et on tombe sur un autre ami de la fac. En plein Times Square, au milieu de milliers de gens. Je savais vaguement qu'il vivait dans le New Jersey, mais je ne savais pas qu'il traînait souvent à Manhattan. Ce soir-là, il y était pour un rendez-vous Grimbre. On s'est tous mis à rire en réalisant ce qui venait de se passer. 3 amis d'une petite fac à Dublin, réunis par hasard dans l'un des endroits les plus touristiques et anonymes du monde. On a fini par aller dans un bar tous ensemble, à parler de la vie, de nos chemins qui se sont séparés, de tous nos amis qui ont quitté l'Irlande, partis aux 4 coins du monde. C'était à la fois doux et amer, comme une photo prise sur le vif d'une époque révolue. Un moment suspendu, un coup de chance improbable, et un rappel que parfois, le monde est minuscule. Personne ne me croit quand je raconte cette histoire, et franchement, je comprends pourquoi. Mais ça s'est vraiment passé, et à chaque fois que j'y repense, j'ai l'impression d'avoir vécu une simulation qui a bugué. Un jour, mon mari et moi avions un rendez-vous important dans l'état voisin. On part tôt le matin et on s'arrête prendre un petit déjeuner en route. Rien d'inhabituel, sauf que je remarque un couple assis en face de nous. La femme portait un t-shirt super original, genre vraiment impossible à rater, ce qui fait qu'ils sont restés imprimés dans ma mémoire. On termine notre repas, on prend la route, on traverse la frontière de l'État, on arrive au bureau où on avait rendez-vous et on attend dans le hall d'accueil. Et là, qui entre dans le bâtiment, comme si de rien n'était. Le même couple du petit-déj. Même tenue, même t-shirt, même air tranquille. Je jette un coup d'œil à mon mari, qui est aussi sidéré que moi. À ce moment-là, on rigole, on se dit que c'est bizarre, mais bon, le monde est petit, non ? On finit nos démarches, on reprend la route et on rentre chez nous, plusieurs heures plus tard. Il commence à faire faim, j'ai zéro envie de cuisiner, alors on décide de s'arrêter dans un pub qu'on aime bien, pas loin de chez nous. On entre, on s'assoit à une table, et je te laisse deviner. Le même couple. Installé à la table juste derrière nous, déjà en train de manger comme si de rien n'était. 3 lieux totalement différents, 2 états, une journée. Ils n'avaient rien à voir avec nos plans, rien ne liait nos trajets, et pourtant, ils étaient là. Pile au même moment, au même endroit, à chaque fois.
Pas une simple coïncidence. Un alignement tellement improbable que même nos amis nous regardent de travers quand on le raconte. Mais je te jure que c'est vrai. J'ai fait un rêve complètement délirant où, avec un pote, on croisait Biggie Small, bien vivant, dans cet univers onirique, et il nous invitait à une soirée qui avait lieu le soir même. On décide qu'on ne peut pas débarquer les mains vides, alors je propose de lui offrir un dragon d'eau, ce gros lézard stylé, parce que franchement, Biggie avec un dragon d'eau sur l'épaule? Classe absolue. On se met donc en route vers la fête, avec le lézard en main, et en passant par le parc du coin, je remarque un sac refermable posé près d'un banc. Dedans, une poudre blanche. Dans le rêve, on l'a pris et on a fait la fête avec Biggie toute la nuit. Ambiance irréelle, euphorie totale. Le lendemain matin, je me réveille. Je vais me faire un café, j'allume la radio, et parti and bullshit passe. Sur le coup, je me dis que c'est une drôle de coïncidence, vu le rêve de la veille, mais bon. Puis je sors sur la terrasse, et là je m'arrête net. Un dragon d'eau. Posé là, tranquille. Ces bêtes-là apparaissent autour de chez moi genre 2 ou 3 fois par an max. Et ce jour-là, pile au réveil de ce rêve improbable, il est là. Je raconte tout ça à mon pote plus tard dans la journée, on rigole, et je lâche en blaguant, manque plus qu'on trouve un sachet de coke près du banc du parc. En fin de soirée, je marche vers chez lui, et je me dis pour rigoler que je vais vérifier. Je m'approche du banc. Même banc que dans le rêve. Et ouais. Le sac est là. Avec ce qu'on pense que c'est. Alors évidemment, je l'ai jeté. Moi et mes potes, on ne l'a absolument pas utilisé en écoutant du Biggie toute la nuit, en dansant comme des fous jusqu'au petit matin et en disant que c'était la meilleure soirée de notre vie. Ce serait complètement irresponsable. Impensable. Totalement hypothétique. Il y a quelques années, j'ai décidé sur un coup de tête de partir camper seul pour observer une éclipse de lune de sang. C'était totalement hors de mon caractère, je n'avais aucune expérience du camping, rien du tout, mais j'étais déterminé à vivre ça à fond. J'ai demandé autour de moi où je pourrais aller, et quelqu'un m'a parlé d'un petit lac dans les Adirondacks. Alors j'ai fait mes sacs et je suis parti, toute seule, sans vraiment savoir dans quoi je me lançais. Le soir de l'éclipse, je me suis installé super tôt sur un pont à proximité pour avoir une bonne vue. Je suis resté là toute la nuit, à regarder le ciel changer lentement. Des gens passaient, certains restaient un moment, d'autres s'arrêtaient juste pour jeter un coup d'œil avant de reprendre la route. Moi, j'étais scotché là, à profiter de ce moment presque irréel. Quelques mois plus tard, un de mes amis de longue date, sur qui j'avais eu un crush éternel, revient de la fac. On discute, je lui raconte mon petit périple sous les étoiles. Il m'écoute, puis s'arrête net et me demande, « Ce pont, c'est juste après la ville, au-dessus de la rivière. » Il y était. Le même soir. Au même pont. Il roulait ce soir-là et s'est arrêté brièvement pour voir l'éclipse, mais de l'autre côté de la route. On avait été là, en même temps, séparés seulement par quelques mètres et quelques voitures qui passaient. Sans le savoir, on avait partagé ce moment cosmique. C'était le genre de truc qui ressemble à un conte moderne. Deux âmes, connectées sans se voir, réunies plus tard comme si l'univers avait voulu laisser un petit clin d'œil en arrière-plan. Et ouais, on a fini par sortir ensemble. Je me disais que c'était une histoire magique, presque écrite d'avance. Mais bon, parfois les contes virent au vinaigre. Il s'est avéré que c'était un vrai cinglé, et toute cette jolie coïncidence cosmique? Juste un beau décor pour une intrigue bancale. Franchement, dommage pour le scénar. Dans ma petite ville du nord-ouest de l'Angleterre, il y a un kebab qu'on fréquente depuis des années, moi et les potes. On y a commandé après d'innombrables soirées, parfois un peu éméchés, parfois affamés à des heures pas possibles, et ils nous ont livré chez nous plus de fois qu'on peut compter. On connaît bien les gars qui bossent là, la plupart sont turcs, et à force, on a fini par créer une sorte de lien.
Pas des amis proches, mais des visages familiers, des saluts complices, ce genre de choses. Un jour, on part à quelques-uns pour un petit séjour en Turquie. Rien de grandiose, juste une escapade de quelques jours. En sortant de l'aéroport, on attend un pote qui arrivait par un autre vol. On traîne dans le parking, en mode découverte, les valises à la main, à sentir cette atmosphère de pays nouveau. L'excitation du voyage, le décalage, la chaleur un peu différente dans l'air. Et là, sans prévenir, un mec traverse la rue juste devant nous. Grand, allure familière. On le fixe tout pendant une seconde avant de réaliser, c'est le mec du kebab. Celui qu'on voit toutes les semaines, 2000 km plus au nord, derrière son comptoir en train de trancher de la viande et de blaguer avec nous sur nos commandes. On l'a regardé passer, incrédule. Il ne nous a pas vus, ou peut-être qu'il ne s'attendait pas à nous voir là non plus. Peu importe. C'était surréaliste. Le genre de moment où tu regardes tes potes pour vérifier que tu n'es pas en train de rêver. Un petit monde, soudain encore plus petit. Quand j'avais 1 an, ma famille a déménagé à environ 500 km de la ville où j'étais né. On a refait notre vie ailleurs, et j'ai grandi sans vraiment penser à ce coin-là. Puis, 15 ans plus tard, mon père décide de m'envoyer dans un internat dans la région de ma ville natale, l'ironie étant qu'il avait étudié au même endroit, des années plus tôt. J'y suis affecté de façon totalement aléatoire dans une chambre avec 2 autres gars. L'un d'eux devient rapidement un pote proche, et aujourd'hui, c'est toujours mon meilleur ami. Un week-end, il m'invite chez lui. Je découvre alors qu'il habite non seulement dans la même ville que celle où j'ai passé ma toute petite enfance, jusque-là, bon, c'est plausible, c'est la seule grande ville dans les environs, mais, dans la même putain de maison. Évidemment, je ne me souvenais de rien, j'avais 1 an quand on est parti. Mais ça m'a tellement secoué que j'ai appelé mon père direct pour vérifier. Il m'a confirmé l'adresse, un peu surpris lui aussi. Et là, cerise sur le gâteau, non seulement c'était bien notre ancienne maison, mais il connaissait brièvement la famille de mon pote, parce que c'est à eux qu'il l'avait vendue. J'ai partagé une chambre par pur hasard avec un mec qui vit littéralement dans ma première maison. On avait passé des années à vivre des vies séparées, puis tout avait bouclé de la manière la plus improbable possible. Il y a 4 ans, j'ai fait un voyage de 3 semaines au Costa Rica. À un moment, j'ai réalisé que je n'avais pas emporté assez de vêtements et qu'il me fallait absolument un short de plus. Problème, impossible de trouver une boutique de fringues classique là où on était. Finalement, on tombe sur une petite friperie, un de ces magasins qui vend des vêtements d'occasion envoyés du monde entier, souvent issus de dons. Ce genre d'endroit, on appelle ça Humanita chez nous, aux Pays-Bas, avec les bennes de collecte qu'on voit un peu partout dans les rues. Je fouille un peu, et j'achète un short cargo franchement moche, mais bon, il faisait le taf. Ce n'est que plus tard, en fouillant dans les poches, que je tombe sur un jeton de festival. Rien d'extraordinaire à première vue, sauf que ce jeton venait d'un festival qui a lieu à 20 km de chez moi. Un événement local, pas connu à l'international, que je n'avais moi-même jamais fréquenté. Je suis certain que ce n'était pas le mien. Donc voilà, ces shorts ont très probablement été donnés quelque part près de chez moi, expédiés à l'autre bout du monde, atterris dans une friperie au Costa Rica, où je les ai achetés, sans me douter une seconde qu'ils venaient de mon propre pays. Puis, comme si le destin avait le sens de l'humour, je les ai ramenés avec moi en avion, bouclant le voyage improbable d'un vieux short cargo. Franchement, le monde n'est pas si grand que ça. Une nuit, avec un pote, on a pris un peu d'acide et on est parti en trip viol. À un moment, on décide qu'on a besoin de clopes ou de snack ou d'un truc, va savoir, alors on se met en route vers la station-service du coin. Petite ville paumée, ambiance calme, presque irréelle sous la lumière des lampadaires. En passant devant un parc de voitures, on tombe sur une scène qui, dans notre état, frôle l'hallucination pure, le terrain entier est rempli de voitures de flics. Alignées, brillantes, identiques. Pas un seul autre véhicule, que des bagnoles de police.
On se fige un instant, puis sans rien dire, on redresse la posture d'un coup comme deux gamins en faute, et on marche jusqu'à la boutique comme si on passait un contrôle militaire. Pas un mot, pas un regard en travers. On entre, on achète ce qu'on est venu chercher, le plus discrètement du monde, et on repart par une ruelle à l'arrière, aussi furtif que deux ombres. Une fois de retour chez lui, on s'est juste assis là. Pas un mot. Pendant 1 heure, peut-être plus, à se fixer, encore sous le choc, sans savoir si ce qu'on avait vu était réel ou si notre cerveau avait simplement décidé d'inventer un test grandeur nature de paranoïa sous psychotrope. Le lendemain, on apprend que la ville avait reçu, ce soir-là seulement, toute une nouvelle flotte de véhicules de police. Ils avaient été livrés en une seule fois et stockés là temporairement. Pile cette nuit. Pile ce moment. L'univers a un sens du timing très particulier. La personne qui s'assoit à côté de moi au travail me copie dans les moindres détails, sauf qu'elle ne peut pas savoir ce que je fais. Et pourtant, chaque jour, c'est comme si elle synchronisait sa vie sur la mienne. Un jour, je porte un pull bleu. Elle aussi. Je me dis, coïncidence. Le lendemain, j'apporte des restes de spaghettis pour le déjeuner. Elle aussi. Même sauce, même genre de boîte. À force, ça devient franchement bizarre. Des petites choses comme ça s'accumulent, et chaque fois, je me retrouve à me demander si je ne suis pas dans une sorte de simulation bancale. Le plus étrange, c'est qu'on ne se parle presque pas. Elle ne me suit pas sur les réseaux, je ne partage rien de personnel au bureau. Elle n'a aucun moyen logique de savoir ce que je vais porter ou manger. Et pourtant, elle le fait, encore et encore. Je sais que ça peut paraître ridicule, mais à force, c'est perturbant. Pas assez pour en parler sérieusement à quelqu'un, mais suffisamment pour que ça me donne envie de soupirer chaque matin en la voyant arriver. C'est pas de la haine, pas vraiment, mais une sorte de frustration absurde qui me colle à la peau chaque fois qu'elle débarque avec, encore une fois, les mêmes spaghettis. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.